Trade alert, trade alert, trade alert. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue au deuxième épisode de Drop la Puck, le nouveau podcast, le meilleur podcast de hockey au Québec. Bon, je suis un petit peu prétentieux, on va se le dire, mais bon, je crois à mes capacités à vous transmettre mes connaissances sur le hockey. Et aujourd'hui, grosse transaction dans le monde du hockey. Alors, le petit préféré de certains, le petit Max Domi, le petit diabétique qui jouait depuis les 2 dernières saisons avec le Canadien de Montréal, a été échangé aux Blue Jackets de Columbus, en plus d'un choix de 3e ronde. Et en retour, le Canadien de Montréal qui va obtenir les services du monstre, du Dark Horse, Josh Anderson, l'ailier droit de 6 pieds 3, 222 livres. Alors, c'est pas peu dire, on se retrouve avec un joueur de puissance, un vrai power forward. Et je crois que depuis plusieurs semaines, Marc Bergevin était en effet à la recherche d'un ailier droit de qualité, un vrai power forward. Évidemment, je pense qu'offensivement, il ne faut pas s'attendre à ce que Josh Anderson ait le même genre de production que Max Domi. Évidemment, Max Domi, on le sait, il a quand même beaucoup d'habileté offensive. C'est un joueur qui peut être extrêmement rapide, très habile avec la rondelle. Par contre, j'avais l'impression que Domi avait perdu son sens du jeu beaucoup cette saison, notamment dans les séries éliminatoires. Il a été pratiquement méconnaissable, pratiquement absent. Domi, on sentait que ses jours étaient comptés avec le Canadien. Et c'est pour ça que la machine à rumeurs avait démarré dans le cas de Max Domi. Et on savait également que Josh Anderson était aussi sur le marché des transactions. Un joueur qui a été fragilisé, il revient d'une opération à l'épaule. Il a été limité seulement à 26 matchs cette saison, seulement 4 points en 26 matchs. Par contre, je pense que Josh Anderson a encore de bonnes années à offrir. Et c'est le Canadien qui va probablement profiter de son prime. 26 ans. Alors, Josh Anderson, en fait, qui est un ancien choix de 4e ronde, 95e au total, repêché en 2012 par les Blue Jackets. Et à quoi on doit s'attendre de Josh Anderson, en fait? Josh Anderson, il va amener du poids au Canadien. Je pense que c'est ça que le Canadien avait vraiment besoin. Max Domi remplissait un rôle que peut-être d'autres joueurs du Canadien sont capables de remplir. Je pense notamment à Jonathan Drouin qui joue un peu le même style de jeu. Malgré le fait, je dirais que Domi était probablement davantage capable de la mettre dans le net versus Drouin ou un Suzuki ou peu importe. Mais je pense que évidemment, on est à la recherche d'un marqueur de but. Et Josh Anderson, il y a 2 ans, a marqué 27 buts. Pour un power forward qui jouait sur la 2e ou 3e ligne, c'est pas peu dire. 27 buts, c'est pas mauvais, là. Alors, il y avait un différentiel également de plus 25. Alors, c'est un attaquant de puissance qui est capable de très bien jouer, autant en attaque qu'en défensive. Ça sera pas un marchand de points. Par contre, je pense qu'il va vraiment tirer son épingle du jeu. Il va bien fitter, je pense, dans la philosophie du Canadien. Il est capable d'amener beaucoup de robustesse, très physique, bon coup de patin. Alors, Josh Anderson qui fait maintenant partie de l'organisation du Canadien. Du côté de Max Domi, mais ça va être intéressant de voir s'il va être capable de relancer sa carrière. Max Domi, on se rappelle qu'il avait atteint le plateau des 70 points il y a à peine 2 ans. Mais à sa première saison avec le Canadien, il avait totalement explosé. Mais il reste que, si on regarde les statistiques de Domi, il nous a quand même habitués ces dernières années à des productions qui s'apparentent dans les 40, 50 points. Ce qui fait qu'offensivement, je trouve qu'on perd pas grand-chose au change. Parce que Domi, à part justement cette parenthèse-là qui a lieu il y a 2 ans, ça reste un joueur qui a une production offensive un peu limitée. Alors, moi, je pense vraiment que c'est une bonne transaction pour Marc Bergevin. Là, maintenant, il reste à voir, au niveau contractuel, les 2 joueurs, en fait, sont RFA. Alors, reste à voir si Anderson va signer à un prix quand même raisonnable. Moi, je pense que oui. Marc Bergevin nous a habitués dans les dernières années à signer ses joueurs à des prix quand même raisonnables. Et là, il profite d'une fenêtre intéressante. Pourquoi? Parce que Anderson n'a pratiquement pas joué l'an passé. Alors, il n'a pas pu se faire valoir autant. Pour lui, ça a été un plafond avec ses 47 points il y a 2 ans. Alors, est-ce qu'il va être capable de signer le gros attaquant à un salaire s'apparentant dans les 3-4 millions? On sait que Josh Anderson vient tout juste de terminer un contrat de 3 ans qui lui rapportait annuellement 1,850 000 $ par saison. Tandis que Max Domi, lui aussi, terminait son contrat qui lui donnait 3 150 000 $.
Et Max Domi, ça ne m'étonnerait pas qu'il soit capable d'aller chercher peut-être un 5 ou 6 millions par année. Là. Évidemment, on sait que le cap hit va rester le même cette année, alors les directeurs généraux doivent rester prudents là, dans l'obtention, dans l'octroi des contrats. Mais Josh Anderson, si on pouvait le signer dans les 3-4 millions, ça serait un atout majeur pour le Canadien. S'ils sont capables de le signer, peut-être pas à long terme, mais je vous dirais à moyen terme, sur une durée d'environ 4 à 5 ans, ça pourrait être très intéressant pour le Canadien. Dans un autre ordre d'idées, ailleurs dans la Ligue nationale, on sait que ça va être la période des agents libres cette fin de semaine, en fait le 9 octobre prochain. Et là, il y a beaucoup de spéculations, beaucoup de rumeurs concernant des joueurs vedettes, notamment la vedette Taylor Hall qui a fait son bout de chemin avec les Devils et qui ensuite avait été échangé aux Coyotes et qui a un petit peu tiré son épingle du jeu, je vous dirais. Il y a eu des saisons, des séries un peu intéressantes. Mais il reste que Taylor Hall, c'est un joueur un peu mystérieux. On ne sait pas à quel genre de production s'attendre avec ce joueur-là. Je vous rappelle qu'il avait été repêché premier overall, lui, par les Oilers il y a quelques années. Et Taylor Hall, là, pour lui, c'est une fenêtre très importante. Il arrive à 30 ans. Il va maintenant être sur le marché des agents libres. Plusieurs équipes vont être prêtes à lui offrir le gros contrat. Et selon ce que rapportent Pierre Lebrun et Darren Dreger, Taylor Hall devrait être capable de nous dire cette fin de semaine avec quelle équipe il va s'enligner. Il y a eu beaucoup de rumeurs concernant les Bruins de Boston. Est-ce que les Bruins seraient en mesure de signer Taylor Hall? Reste à voir. On a entendu également parler des Panthers. Ça serait pas. Je pense que ça serait un fit quand même intéressant. Pourquoi? Parce que Mike Hoffman n'a pas l'intention présentement de re-signer avec les Panthers. Alors il devrait tester le marché à partir de vendredi. Alors est-ce que Taylor Hall serait intéressé à signer avec les Panthers? Reste à voir. À quoi s'attendre comme contrat? C'est ça qui est intéressant. Parce que Taylor Hall, on sait que c'est un bon joueur, mais c'est peut-être pas le joueur le plus constant. Alors, est-ce qu'on doit s'attendre à un contrat s'avoisinant dans les 8 millions, 9 millions, 10 millions, ça m'étonnerait, mais on ne sait jamais sur le marché des agents libres. Mais moi, étant un directeur général, je fais très, très attention à signer ce gars-là parce qu'on ne sait pas. Taylor Hall, il peut tout faire comme il peut rien faire. Hein. C'est un ancien MVP quand même. Il avait gagné le trophée Hart. On se rappelle à sa grosse saison de 90 points avec les Devils. Mais après ça s'efface complètement. Alors, tu sais, moi, je critique beaucoup ses qualités de leadership. Là. C'est pas le plus grand leader dans une chambre. Hein. C'est pas pour rien qu'il va maintenant faire partie de sa 4e organisation en 30 ans. Mais ça reste à suivre. On sait pas. Alors, Taylor Hall, ça va être très intéressant de suivre ça. Du côté de Torrey Krug également, on va suivre Torrey Krug qui a refusé, on se rappelle, une prolongation de contrat de 6,5 millions annuellement sur une durée de 5 ans. C'est Don Sweeney qui lui avait proposé ça chez les Bruins et Torrey Krug a totalement refusé. Alors il va lui aussi tester le marché des agents libres. Alors certaines rumeurs l'enverraient présentement chez les Red Wings. Ça pourrait être un bon fit, hein? C'est un petit gars de la place, un petit gars du Michigan. Alors reste à voir. Par contre, je pense que Krug ne ferme pas la porte pour l'instant à une prolongation de contrat avec les Blues. On ne sait jamais parce que je crois que son intention, c'est de vraiment tester le marché des agents libres et ensuite voir s'il est capable d'aller chercher mieux que 6,5 annuellement. Et si c'est pas possible, il pourrait finalement décider de rester à la maison et de revenir avec les Blues. Alors, ça reste à surveiller, mais Torrey Krug, selon moi, est capable d'aller chercher entre 7 et 9 millions annuellement. Je vais également vous parler de la situation de Tyson Barrie. Tyson Barrie qui termine un contrat qui lui donnait annuellement 5,5 millions. On se rappelle qu'il a joué pour les Leafs cette année. Il a eu une saison très ordinaire. Offensivement, il n'a jamais réussi, je vous dirais, à trouver son rythme qu'il avait avant avec l'Avalanche du Colorado. En fait, beaucoup de rumeurs l'enverraient présentement chez les Oilers d'Edmonton et je m'explique. Les Oilers qui ont perdu les services d'Oscar Klefbom à moyen terme. Alors, les Oilers sont à la recherche d'un défenseur qui va être spécialiste sur l'avantage numérique. Et Tyson Barrie, je pense qu'il pourrait remplir un rôle très important pour les Oilers. C'est sûr qu'on a le jeune Evan Bouchard qui va probablement faire son entrée dans la Ligue nationale cette année, mais il reste que le jeune a seulement 21 ans.
Et il sera peut-être pas le défenseur numéro 1 qu'on recherche chez les Oilers. Surtout si les Oilers cherchent à faire les séries dès l'an prochain, en fait de poursuivre leur chemin vers les séries. Et je pense que Tyson Barrie pourrait signer un salaire quand même intéressant. Selon moi, il serait peut-être prêt à signer à moins de 5,5 millions par saison, étant donné justement ses lacunes en défensive, mais aussi sa saison très décevante qu'il a connue avec les Leafs de Toronto. C'est un défenseur un peu, je vous dirais... pas problématique, mais je vous dirais qui apporte un jeu offensif très intéressant, mais qui présente tellement de lacunes, ce qui fait que ça lui enlève beaucoup de valeur sur le marché. Mais il reste que Barrie peut amener un jeu très très intéressant, très dynamique, surtout en avantage numérique. À 5 contre 5, qui a été un peu décevant, je vous dirais, chez les Leafs. C'est ce qui a décidé finalement, c'est ce qui a fait décider à l'organisation des Leafs de laisser aller Tyson Barrie sur le marché des agents libres, mais... Alors, certaines rumeurs l'envoient à Edmonton, certaines autres l'envoient peut-être à Vancouver pour aller épauler le jeu défensif de Quinn Hughes, peut-être, on ne sait jamais. Mais Tyson Barrie, selon moi, c'est un excellent fit en Alberta à Edmonton. Reste à voir si Ken Holland va se permettre de se payer le défenseur de 29 ans, Tyson Barrie. Et finalement, je veux vous parler aussi de la situation des gardiens de but chez les Pingouins. On sait que ça a toujours été une situation un peu controversée ces dernières années. Matt Murray, qui avait été nommé le gardien numéro 1 depuis l'échange de Marc-André Fleury chez les Golden Knights. Et là, finalement, les Pingouins qui ont décidé d'octroyer une prolongation de contrat de 3 saisons au gardien Tristan Jarry. Ça a été annoncé samedi dernier, ça, jusqu'à la saison 2022-2023 avec en moyenne 3,5 millions US. Ce qui fait que Tristan, selon moi, à 25 ans, pourrait peut-être finalement tasser Matt Murray des Pingouins, en fait, de la ville de Pittsburgh. Est-ce que Matt Murray sera échangé? Matt Murray, quand même, a encore un contrat intéressant. C'est pas un contrat qui est très, très problématique chez les Pingouins présentement. Mais son contrat, en fait, il arrive à échéance en 2020-2021. Alors, je pense que les carottes sont cuites pour Matt Murray. Même si il négocie avec les Pingouins, il y aurait probablement un contrat qui s'apparente peut-être dans les 4 ou 5 millions, étant donné que ses productions ont été un peu en dents de scie dernièrement. Mais il reste que je pense pas que Jim Rutherford a comme l'intention de garder Matt Murray, étant donné l'historique de blessure de Matt Murray, sa fragilité, son inconstance un petit peu. Aussi, durant les séries, il a vraiment pas fait le travail contre le Canadien. Alors, moi, je serais pas étonné que Matt Murray soit échangé prochainement par les Pingouins. En plus que les Pingouins doivent vraiment faire attention à leur masse salariale, en fait, avec de gros contrats. Et on l'a vu notamment avec l'échange de Patrick Hongvis il n'y a pas si longtemps. Alors, Matt Murray, où pourrait-il se retrouver? Ben moi, si je regarde dans les équipes candidates, je pense tout de suite aux Blackhawks de Chicago qui se cherchent un gardien numéro 1. On a un Corey Crawford qui commence à être très vieillissant. Et je pense que les Blackhawks pourraient profiter de la venue de Matt Murray à un prix quand même intéressant. Sinon, ben, c'est sûr qu'il y a d'autres équipes aussi qui pourraient s'intéresser au service de Matt Murray. Je pense notamment aux Hurricanes de la Caroline, qui selon moi cherchent un gardien numéro 1. Ils ont James Reimer présentement et Peter Mrazek, mais on s'entend que c'est pas des gardiens numéro 1. Ils peuvent faire une bonne job là, comme deuxième gardien. C'est des excellents deuxièmes gardiens selon moi encore dans le circuit, mais je pense que c'est ce qui fait mal présentement aux Hurricanes, qui est une équipe pratiquement sans faille, très bonne attaque, défensive, comme je disais dans mon précédent podcast, probablement une des défensives les plus dynamiques du circuit, mais il manque un gardien numéro 1. Peut-être que ce soir, justement, lors du repêchage, ils vont être en mesure de repêcher le jeune russe Yaroslav Askarov, mais ça reste quand même très peu probable, là, on s'entend. Alors, s'ils ne réussissaient pas à signer Askarov, ben, je pense que Matt Murray pourrait quand même être une option intéressante pour les Hurricanes. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Alors, grosse transaction, je vous rappelle, Max Domi échangé aux Blue Jackets en retour de Josh Anderson. Et également un choix de 3e ronde qui se dirige du côté des Blue Jackets. Alors, selon moi, une bonne transaction. Et plus tard, probablement la semaine prochaine, je vous ferai une petite analyse de l'alignement actuel du Canadien. Est-ce que le Canadien s'en va dans la bonne direction ou non? C'est de ça qu'on va parler dans le prochain podcast, dans le prochain épisode. Salut!